des amis, je ressens pas le besoin d'en avoir. Et si j'avais moi quelque chose à apporter aux autres, autant le faire en vidéo. L'impact n'en serait que plus gros. L'amour, un instrument de la vie qui nous abrutit et nous unit juste le temps de nous faire baiser, histoire qu'elle puisse se servir de la chair de nos enfants pour perdurer dans ce qu'elle est par définition, tout comme elle l'a fait avec la nôtre. La religion, des croyances rassurantes pour les simples d'esprit, incapables d'admettre que la vie n'a d'autre sens que celui qu'on décide de lui donner. Ah, et l'équilibre. Alors là, on atteint les hautes strates de l'absurde. Chercher un équilibre dans un bordel qu'on ne comprend pas, c'est s'inventer des règles pour s'emprisonner dans un jeu monotone et banal à en vomir. Salut, ça va ? Je mets l'ambiance dès le début. Alors, je vous préviens, mon micro me fait des petits trucs. Alors oui, il y a toujours un problème avec moi, toujours. Mais là, en fait, je sais pas, des fois l'enregistrement se coupe sur GarageBand. J'espère que ce sera pas le cas cette fois-ci. J'ai redémarré le logiciel et ça devrait aller. Je disais, pendant la préparation de cet épisode qui au passage se retrouve une fois de plus pour la deuxième semaine d'affilée dans une version vidéo disponible sur la chaîne YouTube du podcast. Alors habituez-vous pas trop à recevoir une version vidéo chaque semaine, c'est juste que en fait là j'étais chaud parce que en vrai j'ai bien kiffé vos retours. En fait l'avantage de la version filmée sur YouTube c'est que vous pouvez laisser des commentaires et ça me fait plaisir de vous lire. Donc vas-y, je vous en refais une cette semaine, mais la semaine prochaine probablement on sera juste dans de l'audio. Ce que je disais c'était que pendant la préparation de cette vidéo du coup j'ai tapé sur mon ordinateur mot-clé équilibre parce que des fois j'ai des petites notes, tu vois, des petits trucs que j'écris. Et ce que je vous ai lu juste avant en fait c'est une note que j'avais écrite il y a 6 ans quand j'avais 22 ans. Et alors je suis pas forcément d'accord sur tous les points, même plus vraiment sur tous les points. Par contre je reparlais de l'équilibre et ça tombe bien parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. J'ai reçu un email de je sais pas qui en fait parce que j'ai recopié son email sans reprendre son prénom et je vais vous le lire et ensuite on va un peu parler de la notion d'équilibre, de se poser 2-3 questions sur comment on fait pour vivre. Est-ce que c'est une chose... Est-ce que c'est intelligent de se lancer à 100% dans un seul domaine ? Qu'est-ce que la notion d'équilibre ? Quelle place donner au travail dans sa vie ? Parler un petit peu de l'effet Mathieu. C'est un effet assez stylé, je vais vous en parler. Enfin bref, je vais vous raconter aussi quelques histoires, comme d'habitude, quelques petites anecdotes personnelles. Sans plus attendre, en fait, je vais simplement vous lire le message que j'ai reçu par email et après on va discuter de tout ça. Allez, go. Et au passage, j'en profite parce qu'on est en podcast et je peux prendre mon temps pour vous parler. Merci pour vos retours sur le dernier épisode. Ça m'a fait monstre plaisir de vous voir aussi enthousiaste. Si j'ai jamais fait un épisode de podcast qui a fait autant de vues sur la chaîne YouTube, vous avez kiffé le décor. Alors effectivement, je le trouve aussi pas trop mal. Je fais un effort aussi sur... le décor, tu vois, aussi sur un peu la retouche vidéo. Et je suis content que ça porte ses fruits et que ça se remarque. Donc voilà, merci. C'est parti, je lis le message. Coucou Elio, j'ai trouvé que ce serait cool que tu nous en dises un peu plus sur la période de ta vie où tu avais un mode de vie qu'on pourrait qualifier d'extrême, que tu approfondisses ce dont tu parlais dans ta série de 3 vidéos sur ta transformation mentale. Je voulais notamment savoir si cette façon de vivre te rendait heureux, pourquoi tu l'as arrêtée et si tu la conseillerais. Au passage Elio, sache que t'es de la bombe, merci mec. T'envoies du lourd et tu nous motives à améliorer notre vie et ça vaut de l'or. Écoute, je sais plus ton prénom du coup parce que je l'ai pas écrit, mais je te remercie. Ça m'a fait plaisir de lire ce message et je l'ai sélectionné du coup parce que c'est un truc qui a l'air de vous chatouiller un petit peu en fait cette période de ma vie à laquelle j'avais fait allusion sauf erreur déjà dans une série de 3 vidéos YouTube qui s'appelait de Choubatek à Elio Avila Munoz. Je vais vous expliquer un petit peu dans quel contexte du coup j'en ai parlé, enfin que sont ces 3 vidéos YouTube que j'avais postées il y a longtemps pour ceux qui les ont pas vues. Et ensuite, je vous raconterai un peu en fait ce qui se passait pendant cette période de ma vie, qui est au final une période assez extrême. C'est peut-être, je pourrais la qualifier de l'éveil. Et voilà, on va y aller. On va commencer direct. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je l'ai raconté dans ma série dans mon introduction dans la saison 1 du podcast, pendant un bon moment de ma vie en fait j'avais un peu de peine à me sortir les doigts du cul, tu vois, je faisais pas grand chose. J'ai terminé ma terminale après avoir redoublé 2 fois, donc j'avais sauté une classe quand j'étais petit mais j'en ai doublé 2 ensuite au lycée, ce qui fait que j'ai fait mon lycée, enfin le gymnase en Suisse en 5 ans, et une fois que j'ai terminé ma terminale, j'ai pris 2 ans en fait à faire à peu près rien de ma vie. Et au bout d'un moment, je me suis pris une série de claques, si tu veux, dans la gueule, dont je vous ai parlé je crois que c'était, je sais plus quel épisode exactement de ma présentation, mais sur la saison 1 de mon podcast. Je crois que c'est celui qui s'appelle Amour et Chaos, ou alors c'est le suivant. Et suite à ça, j'ai décidé de complètement shifté et de me lancer à fond dans les études en fait. J'ai décidé ok, maintenant on arrête les conneries et puis on se met à 200% dans le travail. Alors il faut savoir une chose, c'est que j'ai pour ma part toujours été quelqu'un de passionné depuis que je suis tout petit. Je me suis chauffé à fond par exemple dans le sport quand j'étais très petit, tu vois, j'étais à fond dans le foot, à fond dans le rap, à fond dans le
dans le jeu vidéo, à fond dans les cartes Magic, j'ai fait les Warhammer aussi, je faisais un petit peu de dessin aussi, pendant une période j'étais bien à fond, je dessinais des Pokémon, j'étais à fond dans le Pokémon du coup, j'étais à fond dans quoi d'autre? J'étais à fond dans la weed, quand je fumais de la weed, j'étais à fond, putain, dans ma première relation, j'étais vraiment à 100% à fond dedans, pareil pour le jeu vidéo, pareil pour YouTube, pareil pour le sport quand j'ai découvert le sport, et ensuite dans les études. Donc de manière générale, j'ai souvent en fait été une personne qui en fait n'avait pas ce que la plupart des gens qualifieraient d'une vie équilibrée en fait, parce que quand je découvrais une passion, quand je découvrais quelque chose qui me prenait, en fait j'allais à 200% dedans. Et j'ai pas de mérite à ça, hein. C'est juste comme ça que je vivais le truc, tu vois. La plupart des choses m'intéressaient pas, mais quand il y avait un truc qui m'intéressait, ça me captivait, et puis je m'engouffrais dedans à 100%. Comme je vous l'ai dit, en fait ça me stresse, je vous jure ça me stresse trop parce que en fait je peux pas voir le logiciel de montage en face de moi, ça vous en foutez en vrai mais je vous le raconte quand même, voilà. Je peux pas voir le logiciel de montage en face de moi parce qu'en fait j'ai quelques notes pour ce podcast que j'ai préparé, et si j'ai les notes en face de moi, je vois pas le logiciel de montage, du coup je vois pas si ça arrête d'enregistrer le son, et c'est ça qui me fait hyper peur, mais pour l'instant ça a l'air d'aller bien, donc je continue, mais au bout d'un moment je vais juste devoir accepter que voilà, je pourrais pas lire je pourrais pas voir si ça s'arrête, donc je vais parler dans le vide. C'est frustrant de parler dans le vide en vrai, hein, quand je me rends compte qu'en fait j'étais en train de parler dans le vent, ça me tend un petit peu. Bref, ce qui s'est passé du coup quand j'ai décidé de me mettre à fond dans les études, parce que j'étais un peu dos au mur, en fait j'avais plus le choix, j'avais eu deux échecs académiques à l'université, donc en gros je m'étais foiré en relations internationales à Genève et en HEC à Lausanne. Après avoir échoué des examens d'entrée en fait à l'université en sport à Lausanne, parce que je m'étais même pas préparé, enfin si, je m'étais préparé pour la course, mais pour tout ce qui était basket, handball et volley, j'étais là, c'est bon, je sais jouer ces trucs et tout, c'est facile, et en fait j'ai même pas pris le temps de vérifier qu'en fait on était noté sur certains critères prédéfinis. Typiquement, tu vois, au handball, je sais même pas encore aujourd'hui quels étaient les critères, mais moi j'étais certain que j'avais réussi, tu vois, parce que j'ai pris la balle, je fais les jongles, j'ai sauté comme ça sans rentrer dans la surface, tu vois, parce qu'en handball tu peux pas rentrer dans une certaine surface, et j'ai mis une putain de lucarne, j'étais trop chaud, j'ai limite fait l'avion à la fin, et en fait je me suis pris un 2 sauf erreur, parce qu'en fait je pense qu'ils nous notaient sur la technique où il fallait faire un certain nombre de rebonds avant de faire le saut, et j'en avais aucune idée. Enfin bref, j'ai fait ça à l'arrache totale, donc je me suis foiré examen d'entrée en sport, et du coup je me suis immatriculé en HEC, donc c'est des études en économie pour un peu sauver les meubles, enfin c'était par défaut en fait, c'était parce que j'étais déjà inscrit dans l'université de Lausanne et je pouvais pas m'inscrire dans une autre université parce que les délais étaient passés, tu vois, c'était déjà l'été, la rentrée était en septembre, donc je pouvais juste m'inscrire dans la même uni mais dans une autre fac. Donc j'ai dit vas-y, fac d'économie, go HEC. J'ai commencé HEC et j'ai assez rapidement compris que il y avait des trucs du style les maths ou l'informatique qui n'étaient pas nécessairement pour moi. Donc j'ai arrêté d'aller en maths et en informatique, et à partir de là je savais que j'allais redoubler mon année. Donc là j'ai passé genre une année à aller à certains cours comme les stats qui me plaisaient beaucoup, le comportement organisationnel que j'adorais, donc la statistique, le comportement organisationnel, j'aimais bien. J'ai bien aimé certains cours de compta, je les ai trouvés intéressants. Le droit d'entreprise, j'ai trouvé ouf. Et en fait, c'est ce qui m'a donné envie de faire du droit. Mais au final, voilà, j'ai quand même échoué mon année. Et au moment où j'échoue mon année, je me sépare de ma première copine. Et puis là, c'était la mort. J'étais au fond du trou. Et j'étais là, ok, putain, j'ai plus aucune chance. Parce qu'en fait, j'avais le droit de faire encore une seule tentative à l'université en Suisse. Et puis tu vois, c'était ma dernière chance. Du coup je me suis inscrit en droit, et quand je me suis inscrit en droit, je me suis dit ok, cette fois-ci tu ne te laisses pas le choix, tu dois réussir. Donc pour réussir en fait j'ai mis en place en fait un mode de vie assez extrême. Et c'est ça en fait que vous aimez bien que je vous raconte. Alors je vais vous raconter ce mode de vie extrême un peu plus dans ses détails. Tout d'abord, je me levais à 5h. Pourquoi je décidais de me lever à 5h? Parce qu'à l'époque, j'avais une de mes sources d'inspiration qui était Franck Nicolas. Donc c'est un coach qui a une chaîne YouTube et puis qui faisait des vidéos sur YouTube justement. Enfin, il faisait un podcast. Et du coup, il y avait des discussions où il invitait des gens et puis discutait avec eux et puis il les motivait, tu vois. Et lui, il se considère pas comme un motivateur, il se considérait comme un stratège. Tu vois, il mettait des stratégies, il donnait des clés concrètes pour pouvoir avancer et se développer au niveau de ses affaires et de ses projets. Et j'écoutais ça du coup, et le mec me chauffait grave, et le mec répétait sans arrêt qu'il se levait à 5h et il disait que c'était quelque chose d'important à faire parce que pour différentes raisons. Je me souviens pas exactement de ce qu'il disait, c'est pour ça que je m'arrête de le dire ici. Maintenant je peux vous dire ce que moi j'en pense personnellement. J'ai l'impression que de se lever à 5h,
une fois qu'on chope le rythme, c'est super intéressant. Il y a plein de gens qui vont dire ouais mais se lever à 5h c'est dur parce qu'après t'es trop fatigué. Bah frère, tu te couches plus tôt, hein. Moi j'ai toujours eu besoin de 8 heures de sommeil pour pouvoir avoir un cerveau qui fonctionnait. Donc si je dois me lever à 5h, bah ça me force à me coucher aux alentours de 21h. Enfin il faut que je sois endormi à 21h. Donc il faut qu'à 20h je sois au lit. Et l'avantage de te mettre au lit à 20h et de lire pendant 1 heure avant de t'endormir, parce que c'est ce que je faisais, c'est ce que j'ai fait pendant un an entier, c'est que t'es 100 fois plus efficace en fait. Parce que le soir, de manière générale, en ce qui me concernait en tout cas, je me plongeais pas dans des activités productives. Genre tout le temps qui était passé après le souper, enfin après le repas du soir, je crois qu'en France vous dites le dîner. Donc après le dernier repas de la journée, généralement, j'allais pas me remettre à bosser. Donc si j'étais pas en mode assez rapidement en train de me mettre au lit si tu veux et de lire un livre, en fait j'allais rester sur YouTube, parce que généralement quand je mangeais le soir, je mangeais en m'attendant des trucs sur YouTube, et si à partir de là j'avais pas une activité qui m'attendait, à savoir la lecture avant d'aller me coucher, j'allais rester sur YouTube et j'allais pas faire des activités nécessairement utiles, j'allais parler avec des gens parce que tout le monde est réveillé, tout le monde est actif, tes colocs qui sont là dans la coloc et puis ils commencent à faire des trucs, des fois ils invitent des gens, et si tu restes réveillé, c'est facile en fait de te faire aspirer un petit peu par les autres dans des soirées ou dans ce genre de bail en fait. Donc l'avantage en fait de se lever tôt le matin, c'est que ça te force à te coucher tôt, et quand tu te lèves le matin à 5h, il y a personne qui t'embête. Psychologiquement, c'est assez stylé. Alors déjà d'un point de vue pratique, on t'écrit pas et du coup c'est un moment que t'as seulement pour toi, t'as l'impression que le monde t'appartient, et ça c'est vraiment stylé. Psychologiquement c'est lourd, parce que t'as l'impression d'être debout avant tout le monde, t'as l'impression d'avoir une longueur d'avance sur le monde. Donc ça c'est grave chambé, tu vois, une longueur d'avance sur le monde, c'est trop stylé en fait. Quand les gens se réveillent, en fait toi t'as déjà fait 1000 trucs. En plus de ça, tu bats le soleil, donc tu bats le soleil mon pote. Genre ça veut littéralement dire que tu t'es levé avant le soleil, t'es même plus chaud que le soleil, tu vois ce que je veux dire, la métaphore est trop belle. T'es plus chaud que le soleil. En gros, tu t'es réveillé, t'as fait des bails, et ensuite le soleil se lève. Et quand le soleil se lève, t'as limite l'impression d'avoir un deuxième réveil, c'est une deuxième journée qui commence à te donner un deuxième élan. Tu te dis putain, le soleil s'est levé, je suis déjà allé courir, j'ai déjà mangé, j'ai déjà commencé à bosser, j'ai déjà fait des étirements, je suis déjà prêt, je suis déjà dans l'amphi, prêt, comme ça, chaud, dans les starting blocks, prêt à tout défoncer. Donc je me levais tous les jours à 5h, pardon. De là, ça partait sur un jogging. C'était pas un jogging très long, tu vois. Je pense que je faisais même pas 15 minutes, je pense que je faisais 10 minutes. Mais l'idée, c'était vraiment, j'étais limite en caleçon en fait. Je mettais un short, je mettais même pas de caleçon en dessous en fait. Je me levais, j'habitais au rez-de-chaussée à l'époque, je me levais, je foutais un short, je mettais des pompes, je mettais même pas de chaussettes, je prenais pas de douche, tu vois. Et je sortais directement courir avec de la musique dans les oreilles. Et je courais pendant 10 minutes, juste histoire de prendre de l'air froid si tu veux, enfin de l'air frais, dans mes poumons et puis de m'oxygéner, tu vois. Je courais pendant 10 minutes, je rentrais à la maison. Et là, je me sentais déjà, pouf, tu vois, directement, bam, ça partait sur une douche. Je préparais un thermos de café. Je me mélangeais un mélange c'était des fruits avec des graines de chia, du lait d'amande et par fruit, tu vois, je mettais toujours une banane plus un autre fruit. Toujours une banane plus kiwi, banane plus nectarine. Enfin bref, je me préparais un espèce de bol comme ça avec des graines de chia, du lait d'amande, et je mettais dedans de la protéine en poudre de chez MyProtein déjà. Alors que, tu vois, MyProtein, ça fait je vous en parle, c'est mon sponsor, parce que ça fait vraiment un bon moment que je consomme leurs produits, tu vois, déjà à l'époque. Première année de droit, donc c'était en 2016, 2015, en 2016, ouais. Du coup, je me préparais ce bol, si tu veux, mon thermos de café, et là, bam, je partais et j'arrivais directement. Alors, si on était en semaine, j'allais me poser à l'Internef. C'était le bâtiment dans lequel on avait nos cours, tu vois, dans lequel les étudiants en droit et les étudiants d'économie avaient les cours. C'est marrant parce qu'ils nous mettaient dans le même bâtiment, un peu comme si c'était pour qu'on network. Parce qu'au final, c'est ça l'intérêt de la fac. J'ai réalisé que, bien sûr, ça te donne un diplôme. Le diplôme, il te sert dans le milieu professionnel parce que certaines entreprises, en fait, te ferment leurs portes et elles rentrent même pas en matière si t'as pas un bachelor ou un master dans tel ou tel domaine. Mais au final, la fac, ça te donne une tonne de contacts. Et maintenant que j'y repense, je me dis que, alors peut-être pas en première année, mais peut-être que sur la deuxième, troisième année, voire surtout en master, ça peut être très intéressant en fait de socialiser et d'aller faire des soirées étudiantes et de te mettre en fait à connecter avec des gens. Parce qu'une fois que tu quittes la fac, tu vois, que tu partes dans un milieu pro qui est lié par exemple avec celui de tes études, typiquement voilà, je sais pas, t'as fait des études de droit et puis tu vas bosser dans un cabinet d'avocats, que tu fasses ça ou que tu partes dans un domaine complètement différent, comme c'est mon cas maintenant, en fait, avoir des contacts dans un certain milieu, ça peut être hyper intéressant, tu vois, parce que ces gens-là, les gens avec lesquels tu as fait des soirées, ils se spécialisent et c'est tes amis, donc ça sert à fond, en fait. C'est hyper bien d'avoir des relations. En fait, la vie, c'est en grande partie une question des relations que tu arrives à avoir avec les gens. Tu sais quoi, je vais faire un truc vite fait, j'ai la clim qui est en train de me souffler dans la nuque, et je vais... Pac. Je l'ai éteinte.
Du coup, voilà, l'utilité des relations, je sais même plus où je voulais en venir. Donc, je te parlais de l'utilité d'avoir des relations. En première année, c'est pas nécessairement le plus utile parce que. Parce qu'en première année de fac, en fait, la plupart des gens, en tout cas en Suisse, une bonne partie de ceux qui sont en première année, bah, ils savent pas trop ce qu'ils font là. En fait, en Suisse, nous, on n'a pas de prépa. La première année de fac est ouverte à partir du moment où tu as un bac. Nous, on appelle ça une maturité. Quand tu as une matu, tu rentres dans n'importe quelle fac. Tu rentres en HEC, tu rentres en fac de droit. Tu n'as pas besoin d'avoir une maturité, donc un bac scientifique ou je sais pas quoi. Tu as un bac, c'est bon, tu rentres où tu veux. Et tu n'as pas d'année de prépa. Donc, en fait, le tri se fait en première année. Donc, en première année, en fait, tu as plein de gens qui sont là, ils savent pas trop ce qu'ils font là. Donc, en fait, socialiser à cet endroit-là, d'un point de vue personnel, tu vois, ça peut être enrichissant parce que les gens, c'est important, tu vois, c'est important de développer tes relations sociales. Mais quand t'es étudiant, le but, c'est de, si tu t'es inscrit à la fac, c'est pour réussir tes études, tu vois, et puis pour préparer ta carrière professionnelle. Donc, dans une optique de préparation de carrière professionnelle, je dirais que la première année, c'est pas nécessairement l'année la plus intéressante lors de laquelle socialiser. Parce qu'il y a plein de gens avec lesquels tu vas faire des soirées qui, en fait, sont là, ils savent pas pourquoi, et puis ils vont juste foirer leurs années. J'étais une de ces personnes, tu vois, je veux pas me montrer, comment on dit, putain, c'est quoi le mot ? C'est pas de l'arrogance, c'est. Je sais même pas si c'est du dédain, je veux pas me montrer. Ah, c'est quoi le mot ? Putain, c'est quoi le mot pour condescendant ? Voilà. Je veux pas me montrer condescendant parce que ça a été mon cas, tu vois, à 2 reprises, j'ai fait des années à la fac. C'est peut-être un peu le danger du système suisse, tu vois, c'est tellement facile au final de rentrer à la fac que tu rentres alors que t'es en Y total et puis tu suis pas les cours et puis voilà, et puis du coup tu perds du temps. Alors que si tu devais faire une prépa, une fois que t'arrives à la fac, au moins t'as un peu plus envie de réussir. Bref. Quoi qu'il en soit, pendant l'année du coup, pendant la semaine pardon, j'allais à l'internef, en fait c'était le bâtiment comme je disais où on a les étudiants de droit et d'économie et je me posais en fait dans les halls du bâtiment, c'est-à-dire que les amphithéâtres étaient pas nécessairement encore ouverts, mais je me mettais genre sur les tables qui étaient à la cafette ou dans les halls il y avait certaines tables avec des chaises et on était juste Wham et le concierge. Le concierge, je l'ai connu pendant 3 ans. Du coup, pendant 2 ans, pardon, parce que j'ai fait mes 2 premières années dans cette université. Après, je suis parti en Suisse allemande pour continuer mes études. Mais pendant 2 ans, le mec, je l'ai vu tous les matins. On était tous les matins en tête-à-tête. Tous les matins, je lui dis... Je le saluais, tu vois, j'étais de bonne humeur. J'arrivais, j'étais trop chaud. Je le saluais avec un sourire. Et tous les matins, le mec, il était saoulé, en fait. Donc, jamais, genre, on a pu... c'était ouf. Jamais j'ai réussi à connecter avec ce mec. Alors que le matin, en fait, c'est le moment de la journée que je préfère. En fait, c'est là où genre mon cerveau il explose et puis en plus de ça, j'arrive comme ça là-bas. Il est genre, attends, je me levais à 5h, donc j'arrivais là-bas dans les alentours de 6h, 6h15, 6h30. Et mon cerveau il explosait. J'allais pouvoir boire mes premières gouttes de café. Et tous ceux qui boivent du café régulièrement le savent. Hein, on est complètement dépendant du café. On ressent les symptômes de manque et les premières gorgées de café que t'as l'impression qu'elles touchent ton âme, mais en réalité c'est juste qu'elles vont combler le manque comme un héroïnomane qui s'injecte sa dose et c'est à ça qui sert le café. Enfin le café c'est bien sûr c'est un stimulant tu vois, mais genre tu vas combler un manque en fait avec les premières gorgées. Bref, j'étais tellement heureux parce que j'allais pouvoir me droguer tu vois et le concierge était triste. Bref, pendant toutes les 2 premières années. Du coup, je préparais mes cours en fait. Je préparais les cours que j'allais avoir la journée même. Typiquement, dans la journée, j'allais avoir cours de, je sais pas, droit civil, droit constitutionnel et droit des obligations. Et je regardais le cours qu'on avait eu la semaine passée et je regardais en fait selon le planning du cours ce qu'on allait avoir cette semaine. Comme ça, je me préparais un petit peu et puis j'étais certain en fait d'être plus engagé pendant le truc parce que j'allais pouvoir suivre. En fait, il y a rien de plus chiant. Alors en fac de droit, c'est pas le plus compliqué parce que généralement le droit c'est hyper instinctif et la raison pour laquelle le droit c'est hyper instinctif c'est parce que c'est pas un système qui a été inventé de nulle part en fait. Genre les règles de droit c'est pas des gens qui arbitrairement se sont dit on va dire que les règles c'est ça, non ça marche pas du coup on va mettre ces autres règles là, ça marche pas, ok on va essayer celle-là, tiens elle marche, tu vois, c'est pas arbitraire, on n'a pas posé les règles comme ça. En fait c'est des règles qu'on a eues depuis toujours. C'est pour ça que aujourd'hui par exemple, je vous explique ce que je veux dire par là. J'écoutais un podcast l'autre fois, je sais plus exactement de qui c'était, mais qui expliquait que les enfants, si tu prends des enfants de 6 ans qui sont en train de jouer entre eux, et que, regarde, imagine, t'as un groupe d'enfants de 6 ans qui sont en train de jouer entre eux. Tu prends un de ces enfants, tu le sors du groupe et tu lui dis, ok, t'es en train de jouer au jeu de, je sais pas quoi, au jeu des hélicoptères. Et tu lui dis, explique-moi les règles du jeu des hélicoptères. L'enfant, il va être incapable de t'expliquer les règles du jeu. Il va dire, ouais, en fait, on fait ça, et puis lui, il fait ça. Mais il peut pas te dire les règles, il peut pas te dire le but du jeu, il peut pas te dire ce qui est ok et ce qui est pas ok dans le jeu. Et tu prends tous les enfants, il y a aucun qui va être capable de le faire. Pourtant, tu les laisses ensemble et eux, ils vont être capables de jouer ensemble. Mais les enfants ne peuvent pas articuler ces règles. Avant qu'on ait un droit écrit,
C'était comme ça la vie en fait. On vivait en société, on obéissait selon certaines règles parce que c'est les règles qui nous permettaient de cohabiter de manière pacifique ensemble. Et puis un jour, t'as des mecs qui se sont dit, ah vas-y, on va essayer d'écrire en fait les règles qu'on est déjà en train d'appliquer. Et en fait, ils ont écrit ces règles. En fait, c'est l'histoire de... Je vous en parlais déjà dans le podcast en plus, sauf erreur, avec... l'histoire de Moïse, tu vois, avec les 10 commandements. Genre quand il était là, il a pris les Juifs, il les a sortis d'Égypte parce qu'ils se faisaient fouetter le cul par les Égyptiens et ils se sont échappés comme ça, ils étaient tous dans le désert comme ça. Oh là là, c'est la galère et tout. Ils mangeaient des petites plantes et puis ils galéraient, tu vois, un peu dans le désert. Et Moïse, il jouait un peu le rôle de médiateur. C'est-à-dire que quand il y avait deux Juifs qui étaient un peu tristes, qui se battaient un peu entre eux, lui il venait et puis il disait ok, non, on va faire comme ci, comme ça. Enfin bref, il s'occupait de régler les problèmes entre les Juifs. Et un jour, Moïse, il en a eu marre, comme ça, il est monté dans une montagne, il s'est fumé un gros pet et puis il est redescendu de la montagne. Il a dit les gars, genre voilà les règles qu'on est déjà en train, tu vois, d'appliquer. Il a montré les 10 commandements. Il s'est pas fumé un pet, il a vu un buisson ardent et en gros Dieu lui aurait parlé. Mais il y a genre des mecs, je sais que Joe Rogan sur son podcast, je sais pas d'où il tient sa source, mais il dit que il y a des théories qui expliqueraient que en fait ce buisson ardent c'est une espèce de buisson du coup qui était justement dans cette zone géographique et qui aurait fait respirer des vapeurs de DMT si je me trompe pas. En gros c'est un psychédélique assez puissant à Moïse en fait. Et en gros certains psychédéliques, si tu veux, alors je sais pas si c'est le cas de la DMT, mais certaines drogues psychédéliques, t'as 4 catégories principales. T'as le LSD, t'as la mescaline, la DMT et la psilocybine. Mais en fait, certaines vont provoquer ce qu'on appelle la synesthésie. La synesthésie, c'est le fait de mélanger tes sens. Je suis en train de faire un hors-sujet complet, mais bref, j'espère que ça vous intéresse. C'est la capacité, si tu veux, de pouvoir mélanger tes sens. En gros, si tu arrives à sentir des couleurs, ou à entendre des couleurs, ou à sentir gustativement une mélodie, ou à, tu vois ce que je veux dire, ou je sais pas, tu t'entends quelqu'un parler et puis tu ressens du goût, enfin bref, tu vois l'idée en fait, c'est quand tes sens se mélangent. Et t'as certaines théories qui expliquent que nous, ce qui nous différencie, si tu veux, en grande partie des animaux, c'est le fait qu'on soit capable d'exprimer des choses, de mettre des mots sur les choses. Et cette capacité de mettre des mots sur les choses, au final, c'est une forme de synesthésie. Parce que maintenant, si je vous dis éléphant, dans votre tête, il y a l'image d'un éléphant qui apparaît. Au final, éléphant, c'est quoi ? Éléphant, c'est juste des sons, c'est éléphant. A priori, ils veulent absolument rien dire. Si tu vois pas comment est-ce qu'ils peuvent rien dire, écoute des Chinois parler et dis-toi que pour eux, ça fait full sens et que pour toi, ça fait juste pas sens, tu vois. C'est juste des sons qui sont complètement random. Éléphant, c'est un son a priori complètement random, mais quand je le dis, ça fait apparaître une image dans ta tête. Donc, c'est une forme de synesthésie, tu vois. En gros, les drogues psychédéliques provoquent la synesthésie et t'as certaines du coup théories qui t'expliquent que, et ça j'en parlerai dans ma vidéo sur la drogue qui sortira une fois que j'aurai fini mon TEDx parce que il faut que je prépare le TEDx en priorité, mais t'as certaines théories qui expliquent qu'en fait nous aujourd'hui tu vois les humains on possède le niveau de conscience, si tu veux, qui nous sépare de la plupart des animaux parce que nos ancêtres, à un certain temps, pour une période, c'était 2 millions d'années, sauf erreur, ils ont consommé de manière régulière en fait, des champignons hallucinogènes en fait, qui contenaient de la psilocybine. Ils les trouvaient dans les bousses de vache, dans les cacas des animaux de la savane, tu vois, ils les mangeaient, et ensuite ils étaient là en mode, tu sais, ces champignons, quand tu les manges, ils augmentent ta créativité, ils augmentent tes sens, t'entends mieux, tu vois un peu plus les couleurs, plus les détails. Et en fait, cette augmentation de la créativité, ça a pu leur permettre, si tu veux, de développer certains outils. Et aussi, du coup, ces champignons, ils peuvent provoquer de la synesthésie, c'est-à-dire le fait de mélanger les sens. Et de par cette synesthésie, en fait, on aurait pu commencer à développer le langage. Et donc c'est une des explications qui explique pourquoi pendant une période extrêmement courte, parce que 2 millions d'années d'un point de vue évolutif c'est genre un truc de dingue, c'est super court, mais en fait le volume de notre cerveau il a grandi de dingue en fait, et ce serait à cause de ça, en partie en tout cas à cause de ça. Bref, je vous raconte tout ça parce que comment j'ai fait pour partir là-dedans, comment j'ai fait pour m'engouffrer là-dedans. Je disais DMT, je parlais de la loi en fait, ouais, à la base. Donc je disais qu'en fait les études de droit, tu vois, c'est pas très compliqué parce que souvent, quand tu te rends compte, tu te retrouves face à un problème juridique, genre on te pose le casus, on te dit monsieur a perdu son chien, un monsieur a trouvé un chien dans la rue, et puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de garder son chien, et au bout d'un moment, le mec, il voit un autre mec avec son chien dans la rue, et il lui dit mec, c'est mon chien, et puis il dit non, je l'ai trouvé dans la rue, c'est mon. Souvent, quand on te dit ensuite quid, donc c'est qu'en est-il, tu vois, genre quelle est la solution juridique correcte, souvent, c'est ce qui va te paraître comme étant juste au fond de toi qui est la vraie solution. En fait, le droit, il est rarement surprenant. C'est pour ça qu'ici, en Espagne, par exemple, quand j'ai eu des problèmes avec mon propriétaire, j'ai rapidement su qu'en fait, que le mec, il essayait de m'enculer et puis que c'était impossible que le droit espagnol ce soit comme ça.
Parce que je me suis dit, ça se peut pas que dans un système juridique occidental, c'est-à-dire genre issu d'une tradition judéo-chrétienne, la solution à ce type de problème, ça puisse être ça. Encore, j'aurais été en Thaïlande, je me serais dit, ok, là c'est possible, parce qu'eux ils partent avec, en fait, ils ont des comment on va dire ça, ils ont des principes fondamentaux qui sont très différents, si tu veux, des nôtres. Dans une société par exemple musulmane, tu vois, ils vont avoir des principes fondamentaux qui sont très différents des nôtres. Et ça veut dire qu'ils sont justes ou faux, ça c'est une autre question, tu vois, ça on s'en fout. D'après moi, ils sont tous justes au sens où ils essayent tous de résoudre le problème de la souffrance humaine. C'est simplement qu'il y a certaines solutions qui, à mon avis, d'un point de vue pragmatique, fonctionnent mieux que d'autres. Mais je suis hyper biaisé dans mon approche, comme n'importe qui en parlerait, parce que je suis né, j'ai mes yeux d'occidentaux, tu vois ce que je veux dire. Bref. Tout ça pour dire que malgré le fait que ce soit facile des études de droit, au final ça demande juste de travailler, de se buter. Moi j'étais tous les matins là en train de me défoncer, si tu veux, à la caféine et en train de lire mes cours en avance. J'arrivais en cours, je participais. Dès le début, je participais dès les premières semaines. J'étais un peu plus âgé que tout le monde, tu vois, parce que j'ai terminé mon lycée en 5 ans au lieu de 3. Donc en gros j'avais 1 an de plus que tout le monde parce que j'avais sauté une classe, donc au final c'est comme si j'avais doublé qu'une seule classe. 1 an de plus que tout le monde. Je fais 1 année de service militaire, 1 année en relations internationales, 1 année en HEC, donc au final j'avais 3 ans de plus que tout le monde. Alors un peu moins parce que je faisais partie des plus jeunes dans l'année, si tu veux, et du coup au final c'est pas vraiment comme si, enfin c'était bref, j'avais 2-3 ans de plus que tout le monde. Et j'avais les idées un peu plus claires aussi. Je savais pourquoi j'étais là. Je savais que j'étais là pour défoncer mes études et pas pour me faire des potes. Le jugement des autres, je m'en pétais un rein. Donc en fait, quand ils posaient des questions, les gens, j'étais là, je répondais, tu vois. Tout le monde était là, oh non, on n'ose pas répondre et tout. Enfin, tout le monde, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que, moi je comprends, hein, en fait, c'est complètement normal. C'est intimidant en vrai. T'es dans un amphithéâtre, il y a 600, 700 personnes, le prof dit un truc. Est-ce que vraiment t'as envie d'être le connard qui lève la main, que tout le monde va regarder? T'es au milieu de l'amphi, t'as pas envie de te faire, de dire de la merde. Tu dis, si je dis de la merde, en fait, je vais passer pour un bolos devant tout le monde, tu vois. Et du coup, tu préfères rester un petit peu en retrait. En tout cas, les premières semaines. Non, moi j'étais un gros bourrin et dès les premières semaines, j'étais là, ok, déjà j'étais toujours assis tout devant. Vu que j'étais assis tout devant, je devenais pote en fait avec le genre de personnes qui s'asseyent tout devant, donc avec les têtes en fait. Et ça a été cool parce que du coup, je me suis fait des contacts avec les têtes en fait. J'étais pas pote avec les mecs qui étaient au fond de l'amphi, tu vois. Je les saluais, tu vois, à force, parce que à force qu'on se voyait, des fois il suffit que tu dises 1 fois salut, 2 fois salut, et après tu parles un petit peu. Mais c'était pas avec eux que je passais beaucoup de temps parce qu'en fait j'étais pas régulièrement avec eux, tu vois. Genre le matin quand j'allais, je me posais dans l'amphi, à chaque fois, tu vois, genre imagine j'étais toujours à peu près à la même place, à chaque fois à ma droite il y avait la même meuf et à ma gauche il y avait le même mec, et à force tu te salues. Et après c'est ah ouais t'as compris ce truc, ah ouais, et puis ça ok t'as des notes pour ça, tac tac, puis directement tu commences un peu à networker comme ça. Bref, dès le début j'étais déjà toujours devant, et puis du coup je suis devenu pote avec ces gens, et surtout voilà, comme je vous disais, je participais. Et à travers cette participation, putain j'ai une anecdote d'ailleurs à vous raconter à ce sujet. Je crois que c'était un des premiers cours de droit pénal qu'on avait. Et à un moment donné on se posait la question, je me souviens que le prof en fait c'était un peu un fou, genre je vais pas dire son nom, mais enfin bref, c'était pas un fou, mais il était un peu perché en vrai, ce prof. Et je sais pas pourquoi, il y a des gens qui l'aimaient bien. Moi je me faisais un peu chier à ces cours parce que déjà ils étaient genre 100%, c'était le polycope en fait, le mec il lisait son polycopier, et c'était pas le cours le plus, je sais pas, je trouvais que ça allait lentement en fait. C'était le cas de la plupart des cours de droit en fait. Il y a certains cours qui me stimulaient, si tu veux, genre les cours, j'ai pas eu philo du droit en 3e année du coup, parce que ma 3e année j'ai été la faire en allemand, en suisse alémanique, mais il y a un cours que j'aimais bien, c'était le cours de méthodologie, parce que là-dessus on voyait un peu différentes approches, on avait des cours la méthodologie j'aimais bien, c'était un cours qui s'appelait aussi Introduction au droit, qui était cool. L'histoire du droit, j'ai trouvé pas mal. Le prof était pas top, mais il y avait des choses intéressantes à ressortir de ce cours. Quoi d'autre ? En vrai, les cours de première année, c'était très juste bourrage de crâne, en réalité. C'était très très bourrage de crâne. En termes de réflexion, j'ai trouvé que c'était de manière générale assez pauvre. Mais bref, une fois, pendant un cours de droit pénal, le prof nous a parlé des circonstances atténuantes. Je crois que c'était genre 2e ou 3e semaine de cours. Mais il parle des circonstances atténuantes, et il parle du cas où... Alors attendez, je l'ai noté ce truc-là, parce que il parle du cas... Ouais, c'était ça. Il parlait d'un cas de...
Enfin, il nous listait en fait les différents cas dans lesquels on pouvait parler de circonstances atténuantes. Et un des cas, c'était quand l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. Donc si c'est le cas, si l'auteur du délit, du crime ou du délit a été induit en tentation grave par le comportement de la victime, par la conduite de la victime, on peut parler de circonstances atténuantes. Et en fait, il donne ensuite un exemple. Et je crois qu'il a donné un exemple un peu plus tard, tu vois. Il explique... c'était pas le même cours en fait, c'était pas le même cours. Non, je crois qu'il en avait même pas parlé. C'était moi, j'étais dans mon code pénal et j'avais vu, il a dit circonstances atténuantes. J'ai ouvert mon truc et j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé, tu vois, et j'ai lu l'article. Et ensuite, en fait, le gars, il nous racontait des histoires. En fait, le mec, c'était un peu un tordu en vrai. Il nous racontait des histoires trop cheloues. Genre, premier cours, il prenait son micro, il allait vers une meuf. Premier cours, hein. Il prenait son micro, il va vers une meuf comme ça, il fait Madame, imaginez, je vous viole. Et puis il lui fout le micro, genre complètement perché, complètement fou. Et bref, il parle d'un cas où en gros, c'est un couple, enfin c'était pas un couple, c'était un mec et une meuf qui sont rentrés de soirée et qui étaient bourrés et puis ils ont commencé à se mater des films de cul ensemble. Et à un moment, ils ont commencé à coucher ensemble, mais pendant qu'ils étaient en train de commencer à coucher ensemble, à un moment donné, la fille, elle s'est rétractée, elle a dit qu'elle voulait pas le faire. Et le mec, en fait, tu vois, il est... Bref, c'est pas drôle du tout. Enfin, si, en fait, vas-y, humour noir. C'est ça qui me fait rire plus qu'autre chose. Bref, en gros, il s'est passé ce qui s'est passé. Et il nous raconte ce truc. Et moi, j'ai posé la question pendant le cours. J'ai demandé si dans un cas pareil, c'était possible de plaider des circonstances atténuantes. Et au moment où j'ai dit ça, putain, t'as tout l'amphi qui s'est tourné vers moi en mode c'est quoi ce fou, et surtout les meufs. Il y a des meufs qui m'ont lancé des regards de psychopathe, tu vois. Et je voyais des meufs qui me regardaient genre qu'est-ce qu'il raconte et tout. Et puis le prof il me fait le prof il est un peu gêné comme ça. Je sais pas, à mon avis il a dû me comprendre. Ouais, non, je suis sûr qu'il m'a compris en vrai. Je suis sûr qu'il m'a compris parce qu'il me dit expliquez. Je dis bah en fait j'explique. Je dis bah voilà, je vois que en fait si l'auteur il a été si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime, bah j'imagine que dans un cas pareil ça pourrait se plaider étant donné que c'est pas pareil que s'il avait genre juste attrapé une fille, s'il l'avait entraînée dans une ruelle et qu'il l'avait en fait de par sa conduite, la victime elle était chez un mec, elle mate des films de cul avec lui, il commence à se chauffer, elle l'a induit en tentation. Après si c'est une tentation grave, ça c'est une question, c'est pour ça que je posais la question en fait. Et aujourd'hui, avec le recul, ça se plaide, tu vois. Moi, si j'avais un client qui me racontait, qui me racontait cette histoire-là, il me disait, écoute, j'étais avec la fille, on matait des films de cul, il s'est passé ça. Moi, j'arrive au tribunal, j'essaierai de plaider des circonstances atténuantes, tu vois, parce que pour moi, c'est pas pareil qu'un viol qui se passerait en mode hardcore dans la ruelle, tu vois. Et en fait, j'ai osé poser la question, qui était, je vous l'avoue, hein, tu vois, c'est ballsy parce que même si à mon avis elle était vraiment loin d'être conne la question, je comprends que voilà ça puisse un peu choquer, et puis surtout qu'aujourd'hui il faut faire attention à tout ce que tu dis parce qu'il y a des choses dont il faut pas vraiment parler, alors que d'après moi c'est justement les choses dont il faut parler, tu vois, parce qu'il faudrait que les règles elles soient claires, il faut qu'on comprenne, faut qu'on puisse en discuter en fait, au moins en discuter de ce genre de choses, tu vois. Il s'agit pas de légitimer, il s'agit pas de dire que c'est pas grave, mais mon point c'était simplement que voilà c'était pas pareil qu'un autre cas et je posais la question. Bref. Donc tu vois le genre de truc que j'osais faire. Ou pareil, quand on avait des séminaires c'était de l'introduction au droit ou de méthodologie, en début d'année, si tu veux, la prof, l'assistante, elle nous avait expliqué que on était séparés dans des petits groupes de 25, si tu veux. On était environ, je crois, 600, 700 en première année de droit. On était séparés dans des petits groupes de 25. Elle nous avait expliqué que l'examen, ce sera un truc qui est comme les séminaires. C'est-à-dire qu'on nous donne soit un casus, soit un article de loi, et on doit essayer on doit en parler pendant 15 minutes. On doit genre expliquer, etc., certaines démarches, certains trucs dessus. Et du coup, elle nous dit, chaque semaine, du coup, vous allez tirer un petit papier qui ressemble en fait à celui que vous aurez à présenter pendant l'examen, et vous pouvez vous porter volontaire pour faire la présentation devant la classe. Première semaine, deuxième semaine du coup, moi je me suis porté volontaire, je fais la présentation. Semaine d'après, personne se porte volontaire, tu vois. Et du coup, moi j'ai demandé si je pouvais être de nouveau volontaire, parce que j'étais là, mais les gars, ça va être notre examen à la fin, donc go le faire, tu vois, genre go te préparer pour faire l'examen. Et pour vous dire à quel point j'étais chaud, tu vois. Et j'étais chaud, une fois de plus, c'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres, loin de là, c'était juste que je m'étais tellement mangé en fait d'échecs dans la gueule que là je savais pourquoi j'étais là. La plupart des gens ils sortaient du lycée, tu vois, ils sortaient du gymnase, ils étaient plus jeunes, ils étaient là en mode, ils étaient dans un état d'esprit disons un peu différent. Bref, j'étais ultra chaud du cul. Et tout mon temps libre,
Donc quand il n'y avait pas les cours, c'était soit bibliothèque avec les gens hardcore du premier rang. Donc on était souvent, soit j'étais seul. La plupart du temps, j'allais tout seul, mais tu vois, quand t'arrives dans la bibliothèque, tu vois le mec hardcore du premier rang qui est posé, tu vas te poser à côté de lui, tu vois. Mais on se donnait pas rendez-vous, viens, on s'assied ensemble, on révise ensemble. Non, j'étais un peu en mode solo. Après, s'ils étaient là, j'étais content de les voir et du coup, je me posais avec eux. Bibliothèque ou sport. Centre sportif ou chaudron. Donc soit j'allais faire du freestyle pendant... Pardon, excusez-moi. Soit j'allais faire du freestyle pendant les agrès, donc je squattais les salles d'agrès, c'est les salles de gymnastique, et c'était freestyle, freestyle du coup en street workout, donc on lâchait des 360, des 5-4, des shrimp flips et tout, on mettait des immenses tapis, on faisait du bordel. Le mec, le prof des agrès, c'était un mec de 60 ans, tu vois, il nous kiffait pas trop en fait, parce que c'était un prof d'agrès, c'était un prof de gymnastique, donc le mec, il nous voyait faire nos 3-6 ou nos muscle-up, tu vois, il disait « Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait en gymnastique » et tout, et nous on s'en battait un peu les couilles, on faisait du bordel, et puis c'était trop stylé parce qu'il y avait trop de jolies filles qui faisaient la gymnastique, tu vois, donc on arrivait, bref, on s'entraînait, on faisait du sport, il y avait des meufs, enfin bref, c'était les bons moments de la journée. Ou sinon, on allait justement à Chaudron pour balancer du set and reps. Donc le parc de Chaudron, c'est un parc de street workout qui était en extérieur. Et là, je me défonçais au rep. Genre, je tapais des tonnes de traction, des tonnes de pompes, des tonnes de dips. Ça était comme hiver et c'était, limite les sessions d'hiver, c'était les plus stylées parce qu'il faisait froid et quand tu respirais, il y avait de la vapeur qui sortait de ta bouche et t'avais l'impression d'être Rocky en fait. Et ça, c'était stylé. Bref. Vous voyez un peu le rythme de vie que j'avais et à chaque fois le soir je rentrais, je me faisais un truc à manger, de là c'était relaxation, étirement, je lisais un livre et je me couchais. Et voilà, le lendemain ça recommençait et en fait j'étais tellement réglé si tu veux avec le même rythme de vie que à force je me levais le matin comme ça. En fait j'avais même pas besoin de réveil à 5h, je me réveillais à 4h46, à 4h56, à 4h50, parce qu'en fait mon corps savait qu'il allait devoir se réveiller. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est trop stylé en fait, parce que je me réveillais en mode comme une petite fleur, en mode c'est bon, t'as eu tes heures de sommeil, il est 5h du matin et tu sais que t'as 3h30 avant que les cours commencent et tu vas pouvoir faire une tonne de trucs et tu te sens en avance sur le monde et t'es en pleine forme. Donc ça c'était vraiment stylé. Pendant toute cette période du coup, comme je vous l'ai dit, j'avais en source d'inspiration un mec qui s'appelait Frank Nicolas et un autre mec qui s'appelait Grant Cardone. Alors Grant Cardone, ça a été une de mes plus grandes sources d'inspiration, un de mes plus gros moteurs pour tout défoncer dans la vie. En fait c'est un mec qui jusqu'à ses 25 ans, c'était un junkie, en fait. Le mec, quand il raconte son histoire, c'est assez prenant parce que c'est un très très bon storyteller. Il expliquait qu'en fait, il fumait de la weed, il prenait toutes les drogues, en fait. Tout ce qui pouvait le défoncer, en fait, il le prenait. Donc c'était genre une espèce d'immense déchet humain. Et un jour, en fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je crois qu'il s'est fait défoncer la gueule par son dealer ou un truc dans le genre. Et il a encore aujourd'hui genre une monstre cicatrice sur le visage parce qu'il s'est fait... Bref, il a failli se faire tuer. Il s'est retrouvé à l'hôpital et genre sa mère lui a dit écoute, genre plus jamais tu reviens à la maison. Genre parce qu'il est genre en sortant de l'hôpital, il allait voir sa mère et sa mère elle lui disait genre non, genre je peux plus. Genre parce que je t'aime, genre je peux plus te voir. Genre dégage de ma vie. Et du coup, il a décidé d'aller en cure de désintox. Il va en cure de désintox, il prend pas de drogue et en sortant de cure de désintox, il avait peur d'une seule chose. Il avait peur de se retrouver seul chez lui. Parce qu'il savait que s'il commençait à s'ennuyer, il se tournerait vers la drogue. Donc il s'est dit, ok, il faut que je m'occupe, il faut surtout pas que j'ai de temps libre. Et à cette époque-là, du coup, il a eu de la chance parce qu'en sortant de cure de désintox, son ancien patron, donc il travaillait comme vendeur de voitures chez un concessionnaire automobile, et son ancien patron a accepté de le reprendre, de le réemployer à la sortie de la cure de désintox. Et du coup, ce qu'il a décidé de faire, c'est de juste devenir un boss dans la vente de voitures. Donc quand il rentrait chez lui, il lisait des livres et il se formait dans le domaine de la vente. Alors que c'était de base un domaine qu'il détestait. Mais il a juste décidé de devenir hyper bon là-dedans, juste pour pas se laisser de temps. Juste pour pas avoir du temps libre, en fait. C'était ce qui lui faisait peur. Et donc il s'est buté à ça et au final c'est juste devenu un tueur dans la vente. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Sell or Be Sold, donc vend ou soit vendu, qui est une frappe. Il a aussi une formation que j'ai aussi faite sur la vente qui était juste frappe, mais le livre vaut plus la peine parce qu'en fait le livre c'est un condensé de la formation. En fait j'ai commencé à faire la formation et au fil de la formation j'ai appris qu'en fait le livre, il y avait un livre qui résumait la formation, donc j'ai lu le livre. Mais bref, à l'époque j'avais lu un des livres de ce mec sur lequel j'étais tombé complètement par hasard. Je sais même plus comment j'avais fait ça. Je crois que j'étais allé sur Pirate Bay, j'avais écrit chercher des livres audio à télécharger parce que je lisais une tonne, enfin j'écoutais pas mal de livres. Ah oui, pendant les pauses de midi en fait,
j'écoutais des podcasts ou j'écoutais des livres audio, tu vois. Et il y avait ce livre, du coup, qui m'a grave marqué, qui s'appelait Be Obsessed or Be Average. Et en fait, c'est un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et d'ailleurs, si vous allez sur mon site internet, il y a une section dans la section FAQ, pardon, donc foire aux questions, dans laquelle je réponds à la question quels sont les livres que tu conseilles. Et ça, c'est un des livres que je conseille pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin de se mettre un coup de pied au cul. Parce que le mec, en fait, surtout dans la version audio, alors elle est en anglais, mais le mec parle un anglais qui est compréhensible, qui est facile. J'étais pas hyper chaud en anglais, mais je comprenais et c'est très bien, en fait. C'est comme ça que tu vas devenir bon en anglais. C'est comme ça que tu développes des skills. C'est vas-y, au bout d'un moment, arrête de tout consommer en français, commence à consommer en anglais et simplement tu vas avoir accès à de la connaissance qui vient de ailleurs que juste de la francophonie. Parce que la connaissance dans la francophonie, je la trouve personnellement relativement réduite. Dans tous les cas, ce livre-là, c'était mon gros fuel. Donc j'avais ça, j'avais du David Laroche. David Laroche, en fait, c'était plus un peu avant, c'était plus juste avant de commencer mes études de droit. Ce qui est... Mais en fait, non, maintenant que j'y pense, même pendant que je faisais les études de droit, j'alternais en fait entre du David Laroche et du Franck Nicolas. Les deux, je trouvais qu'ils avaient des vidéos, enfin des côtés assez cool. Peut-être que... Mais en fait, au final, celui qui me chauffait le plus, c'était quand même Grant Cardone. Je sais pas si c'est quelque chose avec la langue française, en fait, qui me bloque un peu, mais il me motivait moins, en fait, les speakers français. J'avais moins... Je me sentais moins entraîné, si tu veux. Ou peut-être c'était les personnages, hein, mais je trouvais qu'ils avaient moins d'énergie. Je les trouvais moins passionnants passionnés, en fait, que les speakers étrangers, en l'occurrence américains. Bref, Grant Cardone, soit je sais pas comment c'est la traduction en français, soit obsédé ou soit moyen. Ce livre, c'est tellement de la frappe. Dites-vous que à un moment donné dans ce livre, l'auteur dit utilise ce livre pour faire le tri dans tes relations. C'est-à-dire, genre, propose ce livre à des gens et regarde qui est-ce qui le lit. Et pour rencontrer, pour connecter en fait avec des gens qui sont comme toi, avec des gens qui sont obsédés comme toi. Et j'ai proposé ce livre à plein de gens. J'ai téléchargé la version audio, dis-toi, et régulièrement, si tu veux, je la dégageais de mon ordi. Et au final, je rencontrais quelqu'un, je lui parlais du livre, et je lui disais, vas-y, je vais te l'envoyer et tout. Je lui envoyais le livre, je retéléchargeais le truc, je lui envoyais, enfin, je lui mâchais tout le travail, je lui envoyais le livre et il le lisait pas. Et j'ai fait ça une tonne de fois. Et la seule personne qui a téléchargé ce livre, qui l'a écouté et qui l'a adoré et avec laquelle j'ai pu en parler pendant des heures dans des discussions où on avait limite les larmes aux yeux tellement c'était intense, vous le connaissez, c'est Eric Flagg. En fait, c'est le seul mec chaud, big up Eric, c'est le seul mec chaud qui a lu ce livre. Donc pour vous dire à quel point, genre, moi je pense pas que les choses elles sont par hasard. Qui est-ce qui lit un livre qui s'appelle soit obsédé ou soit moyen ? Des mecs chauds. Et l'autre mec que je connais qui a lu ce livre, c'est Mathieu Crozet. Donc j'avais fait un épisode de podcast, si vous allez sur ma chaîne podcast, c'est dans les Ça va résonner. Donc c'est un mec qui aujourd'hui est chef d'une boîte qui, je sais pas combien il est un employé, je crois autour de peut-être un peu moins de 50, mais c'est un pote à moi qui est hyper chaud, c'est un tueur, c'est un gros tueur. C'est avec lui que j'avais lancé la marque Kalos il y a maintenant 2-3 ans. Et ce mec en fait l'avait lu. Alors c'est pas moi qui le lui ai recommandé, mais il l'avait lu de son côté. Et pareil, c'est un mec chaud, CEO d'entreprise, tu vois le truc. Et en fait, du coup, ce livre, moi j'ai essayé, tu vois, je l'ai recommandé aux gens avec lesquels j'allais travailler et j'ai toujours été un peu déçu de voir que malgré le fait que je télécharge le livre, malgré le fait que je dise allez les gars, genre lis-le et tout, tu vas voir, ça va te filer une pêche d'enfer, et je voyais non, il l'a pas lu. Et du coup, ce que je me suis dit en fait par la suite, ce qui est arrivé de me dire, c'est de me dire putain, je pense que jamais je m'associerai avec quelqu'un, ça veut pas dire genre jamais je rentrerai dans un business avec quelqu'un qui n'a pas lu ce livre. Je pense que ça va être un des critères pour m'associer avec quelqu'un. Quand je vais faire genre des entretiens d'embauche, je vais faire un truc du style quel livre t'as lu et tout, et puis genre ou alors coche les livres dans cette liste que t'as lu, je balance une liste de 20 livres, si je vois que ce livre il est pas coché, c'est hors de question que je m'associe avec cette personne, parce qu'il faut bien sélectionner, tu vois, il faut bien discriminer sur la base de certains critères. Donc plutôt que de discriminer sur la base, je sais pas, du CV, de l'école que t'as faite ou de quel degré diplôme t'as eu, je vais discriminer sur la base de ce livre là en fait. Voilà. Bref, tout ça pour dire que voilà, j'étais chaud, mes sources d'inspiration c'était ça. Et pendant cette période, du coup, alors attendez, je vais essayer de pas perdre le fil parce que là, je vois, ça fait quand même 44 minutes. Pendant toute cette période-là, je me sentais bien. J'avais ce qu'on pourrait qualifier d'une vie plutôt déséquilibrée. Parce qu'en fait, ce qui était ouf, c'est que avant que je commence mes études, avant que je commence à me mettre à fond dans les études, je branlais rien de ma vie, tu vois. Et plein de gens me disaient qu'il fallait que je me mette dans les études. Il fallait que je commence à investir en moi, si tu veux, à travailler sur mon avenir.
Et quand j'ai commencé à me mettre à fond dans les études, j'étais tellement à fond que ces mêmes personnes, elles me disaient « Ouais, mais tu sais, en fait, il faudrait lever le pied un petit peu. Il faut pas aller trop à fond là-dedans, si tu veux. » Et en fait, elle me parlait de notion d'équilibre. Elle me disait que j'avais une vie déséquilibrée. Elle me disait que... Et ça, on me l'a souvent répété, tu vois. Et mon problème, c'est que j'ai acheté, en fait. C'est que j'ai dit, ok, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'effectivement, j'ai une vie qui n'est pas équilibrée. Peut-être que je devrais arrêter de me mettre à 100% là-dedans. Et j'ai commencé à acheter cette idée, si tu veux, surtout quand j'ai rencontré, du coup, Christelle, qui, elle, avait une vision des choses qui était complètement différente. Elle était, genre, dans le moment présent, si tu veux. Elle était en mode, ah non, on est, genre, focusé. Enfin, elle n'était pas en mode... grind, si tu veux. Elle était pas en mode vas-y on travaille, on défonce tout et tout. Elle était en mode plus elle faisait de la méditation, ce genre de truc, tu vois. Je méditais pas. En fait, si je méditais, mais je me rendais pas compte que je méditais. En fait, quand je faisais du sport, je méditais. Quand j'étais en train de faire mes tractions avec de la musique à fond dans les oreilles et puis que je pensais à rien d'autre, j'étais juste dans le moment présent, je méditais. C'est juste que je méditais pas en étant en tailleur, si tu veux, et en faisant un signe comme ça, mais je méditais au final. Bref. Il y a eu du coup Christelle, je me permets de parler d'elle parce qu'elle est sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi eu d'autres personnes dont mes parents, tu vois, des gens, mes proches qui me disaient « Eh oh, lève un peu le pied ». Et en fait, j'ai commencé à me dire moi-même que j'étais trop extrême, si tu veux. Je les ai crus, en fait. Est-ce que c'est une mauvaise chose de les avoir crus ? Je sais pas, mais ce qui était con, d'après moi, c'est que j'ai acheté la narrative selon laquelle j'avais une vie déséquilibrée. Parce que, et je vais vous expliquer en fait pourquoi d'après moi c'est con. Déjà, l'équilibre, c'est pas une notion universelle qui est applicable à n'importe qui. Il y a pas genre un équilibre de vie, tu prends tous les êtres humains, tu leur fais passer genre 30% de temps avec la famille, 20% de temps à faire du sport, 10% de temps à tisser des relations sociales, 30% avec le couple et puis le reste au travail, et ils vont être épanouis. C'est pas comme ça. On est tous différents. On est différents à cause d'une composante biologique et à cause des vécus différents qu'on a. Et heureusement qu'on est différents, parce qu'il faut que... Quand se présente un problème donné, en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse résoudre le problème. Un jour, le problème, c'est une guerre, on se fait envahir par des gens, il faut des gens dans notre société qui soient plus agressifs que d'autres. Un jour, on a un Covid, donc il faut des gens qui aient pas envie de se faire vacciner, et comme ça, c'est eux qui vont survivre si jamais le vaccin, il fait des mutations. Un jour, le vaccin ne fait pas de mutation, heureusement qu'il y a des gens qui ont eu envie de se faire vacciner. C'est important qu'on soit différents, qu'on vive ensemble et qu'on accepte les différences des autres, parce que nos sociétés, si tu veux, elles font toujours face à certains problèmes, et parfois c'est une personne créative qui est ouverte, qui va aller vers l'inconnu, qui a découvert, qui a découvert le feu, tu vois, le mec qui a découvert le feu, ou les mecs qui ont découvert des plantes qui permettent aujourd'hui de nous soigner. C'est des gens qui sont ouverts, c'est des gens qui se sont baladés dans les forêts, ils ont commencé à manger des arbustes, et je me dis c'est marrant, quand je mange cet arbuste, mes plaies elles se ferment, tu vois. Mais en fait, il en a fallu combien des gens comme ça qui mangent des arbustes et qui meurent parce qu'ils bouffaient des plantes empoisonnées? Une tonne, tu vois. Mais c'est parce qu'on a des gens ouverts que tout d'un coup, paf, une personne ouverte, elle mange la plante, elle se rend compte, ah oui, en fait, on a découvert un nouveau médicament, tu vois. Et c'est important, du coup, qu'on soit très nombreux. Parce que si on était tous ouverts, en fait, on ira tous se buter dans la nature. Donc, il faut des gens qui soient moins ouverts et qui mangent pas les plantes. Au final, c'est... Du coup, tout ça pour dire que on est tous différents. On a tous une notion d'équilibre qui est différente. À partir de là, en fait... Quand quelqu'un vient me dire ouais mais t'es déséquilibré, en fait cette personne elle se met pas à ta place, en fait elle se dit pas que elle se met à ta place, mais elle se dit pas que tu peux être différent d'elle. Et que si ça se trouve, ton équilibre à toi, il est différent que le sien, tu vois. Surtout que t'as peut-être pas le même âge qu'elle. Et ça, c'est à mon avis le point le plus important. Parce que, typiquement, quand mes parents me disaient ouais, tu devrais essayer de rechercher un peu plus l'équilibre, c'était un conseil qui était full dans la bienveillance, et c'est vrai que sur plusieurs aspects, il est intéressant, parce que même si je les ai pas directement écoutés sur le coup, en tout cas, ça m'incitait à me remettre en question. Mais aujourd'hui, je pense que s'il y a bien une période de ta vie pendant laquelle tu te dois de te montrer déséquilibré, c'est entre tes 20 et tes 30 ans. C'est la période de ta vie, à mon avis, où tu dois te donner à fond dans n'importe quelle chose, où tu dois tester tes limites. Tu dois voir combien d'heures est-ce que tu es capable de travailler par semaine. Tu dois voir combien d'heures de sport est-ce que tu es capable de balancer par semaine. Tu dois voir quelle quantité d'alcool est-ce que tu es capable de boire avant de vomir. Tu dois voir quelle quantité de telle drogue tu es capable de consommer avant de mourir, si possible pas de mourir. Mais c'est là que tu expérimentes, parce que t'as pas encore de responsabilité, parce que t'as pas encore de famille, t'as pas encore d'enfants, t'as personne qui compte réellement sur toi. T'es dans une période de ta vie où tu dois te découvrir. Et pour te découvrir, pour connaître tes limites, tu vas être obligé d'aller les caresser. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, d'un point de vue stratégique, le moment de ta vie, par définition, où c'est intéressant de te montrer extrême,
je vérifie que ça filme toujours parce que je sais que ça coupe autour d'une heure ma caméra, c'est quand t'as entre 20 et 30 ans. Du coup, te lancer à fond dans un domaine quand t'as cet âge-là, je pense que c'est une chose intéressante. Et moi, ce que je faisais du coup, c'était que j'étais à fond dans le travail, tu vois. Et c'est vrai que du coup, se pose la question, comme c'est posé la question du coup, comme la question que soulevait Christelle, tu vois, elle disait ouais, mais en fait, si t'es tout le temps dans le travail, en train de sacrifier le moment présent du coup pour préparer ton futur, en fait, tu profites jamais du présent. Alors il y a deux choses en fait qui sont, du coup, moi j'étais pas capable de mettre des mots là-dessus si tu veux, donc évidemment, tu vois, j'étais pas capable de lui répondre ça, mais au final, j'ai jamais réellement eu l'impression de travailler. Parce que pendant toute cette année, quand j'étais en train de me former, en train de m'instruire, en train de lire des livres, en même temps en train de bosser les cours, en même temps en train de faire du sport, en même temps en train de tisser des relations avec des gens qui faisaient du sport aussi et qui étaient aussi dans les études, j'étais tellement heureux. Ça a été une des périodes les plus magnifiques de ma vie parce que j'étais dans un équilibre parfait. À nouveau, je refais allusion à ces notions entre l'ordre et le chaos. Il y avait des choses que je maîtrisais, il y avait des choses que je maîtrisais pas et j'étais pile sur la ligne entre les deux. J'avais un pied dans le domaine du connu, un pied dans le domaine de l'inconnu et j'étais constamment en train de me déconstruire et de me reconstruire et c'était terriblement stimulant. J'adorais ça, tout ça c'était inscrit dans une routine qui était du coup mon ordre en fait. J'avais tous les jours un réveil au même matin, je me réveillais la même journée, tous les jours je mangeais la même chose, c'était mon poulet, mes patates douces ou mon quinoa avec mes brocolis. J'achetais tous les jours, enfin toutes les semaines, j'achetais mon poulet le mercredi après-midi, j'allais à 14h au supermarché parce que je savais, c'était le mercredi, non, je dis de la merde, c'était le samedi parce que à 14h, un truc dans le genre, parce que c'est là où ils mettaient un 50% sur le poulet qu'ils allaient pas pouvoir vendre ni le dimanche ni le samedi soir, tu vois, parce qu'ils avaient pas envie de le jeter. Du coup, j'ai acheté le poulet qui allait être bientôt périmé, je l'amenais chez moi, je le congelais et ensuite je préparais genre 6 tubes comme ça et puis du coup j'avais mon poulet pour pas cher. Ça me permettait en fait, si tu veux, j'étais genre réglé comme une montre suisse, tu vois, du coup, et ça me permettait en fait de m'aventurer dans l'inconnu via des lectures, via les cours, via le sport, de manière confiante en fait, parce que je savais que j'avais ma routine en fait qui était là pour me back-up. En fait, je le vivais trop bien. C'était magnifique comme période de ma vie. Et là, en fait, du coup, c'est posé la question pourquoi travailler en fait ? Pourquoi travailler ? Pourquoi sacrifier en fait le présent pour le futur ? Parce que si tu le fais en fait au bout d'un moment tu profites plus du présent. Alors première chose, c'est que moi comme je disais, j'ai pas eu l'impression de travailler. Et ça me fait rire parce que j'ai vu il y a pas longtemps un Reels sur Insta où il y a un mec qui prend une caméra, enfin c'est un Reels en fait, du coup un mec qui filme un gars qui est dans une voiture de luxe et il lui fait tu bosses dans quelle boîte et tout ? Et le mec il fait je bosse dans cette boîte mec, il montre sur sa caisse parce qu'il y avait un vinyle en fait sur sa caisse, il fait ouais je bosse dans cette boîte mec, on est là, on travaille 24 heures sur 7. Et le gars qui filme il lui dit ouais tu penses quoi de l'équilibre work-life balance, tu vois, genre l'équilibre entre le travail et la vie, genre c'est quoi l'équilibre qu'il faudrait avoir là-dedans, parce qu'en gros il travaillait 24 heures, il travaillait 7 jours sur 7, c'est ce qu'il a dit, il a pas dit 24 heures sur 24, il a dit 7 jours sur 7. Et le mec lui répond, il lui dit si t'as l'impression de travailler, c'est qu'il faut changer d'activité en fait. Et c'est ouf parce qu'en réalité, je pense que encore aujourd'hui, tu vois, d'un point de vue extérieur, les gens de mon entourage se disent putain, le mec il passe son temps à travailler, parce que je passe mon temps à lire, je passe mon temps à écrire, je passe mon temps à me faire des réflexions, à pousser mes réflexions dans différents domaines. Mais j'ai pas l'impression d'être en train de travailler en fait. Genre, regarde, aujourd'hui on est vendredi, demain ce sera samedi, demain c'est pas parce que c'est samedi que je vais pas aller au cowork. Demain le cowork sera vide en fait. Demain je serai tout seul au cowork et je serai pas en train de travailler. Mais je serai là-bas parce que d'une part j'ai pas envie que mon activité maintenant elle se crache et puis que je dois faire quelque chose d'autre, mais je serai aussi là-bas parce que je kiffe ça en fait. C'est ce que j'aime faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est très différent d'y être sachant que tu y vas de par toi-même que d'y être sachant que t'es obligé d'y aller en fait. Mais c'est très très difficile, ça a rien à voir. Ça a genre littéralement rien à voir. En fait, je travaille tous les jours, je prends jamais de vacances. Mais si aujourd'hui je veux prendre genre 2 ans de vacances, je peux. Et rien que le fait de le savoir, ça me suffit. Et ça me fait me sentir bien vis-à-vis de moi. Et je vais pas les prendre. Je les prends pas mes jours de repos, je prends pas mon samedi, je prends pas mon dimanche. Mais si je veux, je peux le faire. Si je veux, demain je me lève, je vais pas au travail. Je vais pas faire mes vidéos, préparer des trucs, tu vois. Je le fais pas, tout simplement. Si demain j'ai pas envie de lire un nouveau livre ou d'apprendre en lisant des nouveaux articles ou autre, je le fais pas. Mais je vais le faire. Et le fait de le faire alors que j'en suis pas obligé, c'est ce qui me fait kiffer ma vie en fait.
ce que j'aimerais dire maintenant, c'est... J'aimerais maintenant donner un petit conseil, c'est une petite réflexion que je m'étais faite, vis-à-vis de... Je vais peut-être relire l'email qu'on m'a envoyé, histoire d'être certain de pas m'éloigner trop du sujet, parce que ce serait bien de me recentrer un peu, parce que j'ai l'impression que j'ai balancé un peu des réflexions à droite à gauche, mais je sais pas si j'arrive quelque part. Surtout que je vais devoir arrêter au bout d'un moment. Il est quelle heure ? 20h15, 55 minutes d'enregistrement, pas mal. Je vais relire l'email, et comme ça je verrai si je peux apporter maintenant des réponses concrètes, maintenant que j'ai posé à peu près le décor. Coucou Elio, j'ai trouvé que ce serait cool que tu nous en dises un peu plus sur la période de ta vie où tu avais un mode de vie qu'on pourrait qualifier d'extrême, que tu approfondisses ce dont tu parlais dans ta série de 3 vidéos sur ta transformation mentale. Alors du coup, ce dont je parlais dans cette série de 3 vidéos, c'est une série de 3 vidéos que j'ai faite sur YouTube, c'est que je me suis retrouvé à un moment où j'étais rempli de doutes vis-à-vis de cette façon extrême de voir les choses. Parce que je voyais les choses de façon extrême, peut-être pour d'autres gens, mais pour moi c'était cool, tu vois, genre je travaillais à fond, et des gens ont commencé à me dire que c'était pas bien ce que je faisais. Du coup, je me suis remis en question, je me suis dit, en fait, c'est peut-être pas bien en fait ce que je fais. Et du coup, j'ai commencé à me poser 1000 questions, et c'était important en fait de me les poser ces questions, parce qu'en fait, j'ai ensuite pu répondre à ces questions et revenir, en fait, ça m'a permis en fait de renforcer cette vision des choses que j'avais, parce qu'au final si ces questions elles m'ont déstabilisé, c'était que j'étais pas au clair dans ma tête, j'étais pas philosophiquement suffisamment développé pour comprendre pourquoi est-ce que je faisais ce que je faisais. Parce qu'au final la question de en fait pourquoi est-ce que tu continueras à sacrifier ton futur en étant dans le présent, c'est une question qui est pourquoi est-ce que tu continueras à sacrifier ton présent en travaillant pour le futur ? Au final, tu vas jamais vivre dans le présent. C'est pertinent comme question, c'est pertinent de ouf. Je suis sûr que tu peux poser cette question à pas mal d'auteurs de développement personnel dans le domaine français ou même dans tous les domaines. Et les gars, ils vont bugger, tu vois. Ils vont dire ah ouais, c'est vrai. Ah mais non, parce qu'il faut avoir des rêves et tout. Ouais, mais genre à quoi ça sert d'avoir des rêves si tu vis jamais dans l'instant, si t'en profites jamais ? En fait, tu vois, je pense qu'il y a plein de gens que moi, en tout cas moi, si tu me faisais faire des interviews à des mecs de dev perso, je suis sûr que je pourrais genre leur poser des calls au mode où ils buggeraient et genre le cerveau il explose. Bref, comme mon cerveau à moi il a explosé, ou peut-être qu'ils se les sont posés en fait. De nouveau, je vais pas me montrer, c'était quoi le mot que j'avais utilisé avant ? Condescendant. Je vais pas me montrer condescendant. Mais j'ai souvent eu cette impression en fait, j'ai souvent eu l'impression en écoutant des mecs de dev perso sur la scène française ou même dans les autres scènes qui répondaient pas à ces questions au final. Pourquoi au final sacrifier le présent pour le futur ? C'est pas logique en fait, ça se trouve tu pourrais juste tout le temps vivre dans le présent en fait. Tu pourrais juste tout le temps kiffer le présent. Pourquoi ? Alors c'est une question à laquelle j'aurais envie de répondre par la suite, de manière plus approfondie peut-être dans un autre épisode. Là je vais vous donner une réponse simple et vous parler de l'effet Mathieu. En fait, alors, pardon, je me suis un peu égaré. Je vous disais que du coup, j'avais été pris de doute. Et pendant que j'étais pris de doute, je continuais à recevoir des messages de gens qui me disaient « Mec, ce que tu fais, c'est génial, tu nous motives trop et tout, nanana. » Et pendant que je recevais ces messages, moi, je savais que dans ma vie, je doutais je me disais « Ça se trouve, ton approche, c'est pas la bonne. » Je me disais, ça se trouve, ton approche, c'est pas la bonne. Et pendant ce temps, des gens me disaient, ah, c'est génial ce que tu fais. Et je me suis dit, ça se trouve, je suis en train d'induire des centaines de personnes en erreur, en fait. Je suis en train de les faire avancer dans une direction qui n'est pas la bonne. Et du coup, je me suis senti obligé de faire une série de 3 vidéos qui s'appelle de Chewbacca qui a lieu à Villa-Muñoz. En gros, j'ai dit, ok, les gars, écoutez, genre, je vous ai présenté plein de trucs, c'est des trucs cool, tu vois, c'est des choses auxquelles je croyais, mais en gros, je vous ai exprimé mes doutes, en fait. Je me suis montré beaucoup plus transparent et j'ai dit écoutez regardez là genre je sais plus trop où je suis, et je vous ai un peu parlé un peu plus de mon histoire que vous voyez un peu mieux le genre de personne que je suis. Je me suis montré plus transparent et c'était une série de vidéos au final qui a touché beaucoup de gens et je suis très content de l'avoir fait. C'est pas là où je suis sous mon meilleur jour, tu vois, genre c'est pas les vidéos que je suis le plus fier de présenter aux gens. Je pense que comme tout le monde, tu vois, mon ego il en prend un petit coup si aujourd'hui on commence à les diffuser sur un théâtre de 5000 personnes et que je suis au milieu comme ça, je suis ah ouais mais vous saviez j'étais fatigué quand je les ai faites tu vois. Bref, mais le fait est qu'elles ont fait du bien à beaucoup de gens et c'est pour ça que je les laisse, parce que je pense qu'elles sont importantes. Et du coup donc c'est ok, 3 séries de vidéos. Je voulais notamment savoir si cette façon de vivre te rendait heureux. Réponse, oui, elle me rendait très heureux. Pourquoi tu as arrêté et si tu la conseillerais ? Je l'ai arrêté comme je l'ai dit parce qu'il y a des gens qui m'ont fait douter, mais je pense que c'était très important et je pense que ces gens ont bien fait de me faire douter parce que du coup ça m'a permis de renforcer cette philosophie de vie et de comprendre pourquoi en réalité est-ce qu'elle était bonne, et je la conseille à 100%. Je pense que s'il y a un moment de ta vie où tu dois te lancer à 100%, c'est maintenant. Je sais que vous avez tous entre 20 et 30 ans, enfin tous, en grande partie entre 20 et 30 ans, et je pense que c'est important que c'est maintenant que vous défonciez tout. Et surtout parce que, mais je vais vous en parler rapidement, parce que l'effet Mathieu, en fait. L'effet Mathieu, c'est quoi ? C'est cette maxime biblique qui dit que à ceux qui ont tout, tout sera donné, et de ceux qui ont rien, tout sera pris.
Vous avez déjà entendu ça? C'est aussi un principe économique qui s'applique en fait au domaine de la littérature, du cinéma, de la musique, de la masse des étoiles, de la taille des arbres, des chatons dans une portée. En fait, celui qui est le plus gros, bah, il va grandir plus vite. Une boule de neige, tu vois, genre tu prends deux boules de neige, tu prends une boule de neige de la taille de ton poing, une boule de neige de la taille d'un ballon de foot, tu les fais rouler pendant genre 10 minutes chacune, bah, au bout de 10 minutes, celle qui était plus grosse au début, bah, elle aura accumulé beaucoup plus de neige, tu vois, que la première. Un arbre, s'il commence à devenir un peu plus grand que les autres, bah, ses racines elles vont pouvoir aller plus profondément, prendre plus de nutriments, il aura accès à plus de lumière, il va grandir plus vite que les autres. Une étoile, plus sa masse elle est grande, plus elle va grandir si tu vas en masse. Un auteur d'un livre, plus il a du succès, plus il va vendre genre d'ouvrages, plus les gens au bout d'un moment vont acheter des ouvrages juste parce qu'il est connu. Un youtubeur, plus il a d'abonnés, plus il va gagner d'abonnés juste parce qu'en réalité il a des abonnés. Et ça c'est un principe qu'on retrouve partout, c'est comme une espèce de loi naturelle. Elon Musk, pour se faire 1000 balles, ça lui prend une seconde. Peut-être même pas une seconde. Pour te faire 1000 balles à toi ou à moi, ça nous prend plus de temps qu'à Elon Musk. Ok ? Où est-ce que je veux en venir ? Travailler, on n'aime pas ça. Ok ? Le travail, c'est chiant. On aimerait bien pouvoir être engagé dans des activités qui nous rapportent de l'argent, ok, mais se dire que si on voulait, bah on le ferait pas, en fait. On va dire un truc. Le travail que tu fais par obligation parce que c'est une nécessité, c'est celui que t'as pas envie de faire. C'est celui qui est chiant. Genre faire un taf où t'es là et tu sens que t'as l'impression d'être en train de travailler. Ça, t'as pas envie de le... Je suis en train de vérifier vraiment ça. Ça, t'as pas envie de le faire. Et si tu veux sortir de ce schéma-là et pouvoir te permettre d'être engagé dans des activités qui te rapportent du revenu ou non, mais savoir qu'à tous les coups, tu peux arrêter si tu veux, il n'y a pas de problème, tu vas être obligé de te placer dans une situation où, d'un point de vue économique, tu es stable. Et comment est-ce que tu te places dans une situation où, d'un point de vue économique, tu es stable ? Bah, en te défonçant la gueule dans les premières années de ta vie, pendant ta jeunesse. Pourquoi ? Parce que c'est là où tu as le plus d'énergie. Et surtout parce que si de 0 à 20 ans, de 0 à 30 ans, disons de 20 à 30, si de 20 à 30 ans, tu fous la tête sous l'eau, tu cravaches comme un porc et tu te places sur ton marché, genre dans ton domaine si tu veux, en tant que personne solide, t'arrives à 30 ans et à tes 30 ans, pour faire 1000 balles, bah ça te prend une seconde comme Elon Musk. Ok ? Et à partir de là, maintenir ton niveau genre dans ce game, c'est beaucoup plus facile que de faire le minimum tout le long de ta vie. Je sais pas si... Enfin, je l'exprime très mal, en fait. Je me déteste. Je m'exprime trop mal. Je suis fatigué. Je vais boire un peu de jus de kiwi. Attendez-moi. Je fais que ça filme toujours. Ça filme toujours. Mon téléphone... Pardon, ma caméra ne surchauffe pas pour l'instant. Faire décoller un avion, ça demande une chier d'énergie. Mais une fois que l'avion il est en l'air, c'est moins d'énergie pour le maintenir. Tu peux toujours continuer à balancer de l'énergie et le faire voler toujours plus haut, mais le maintenir en l'air à un niveau confortable, ça demande plus autant d'énergie que de le faire décoller. Et en fait, si tu veux, tu peux être toute ta vie comme un connard à balancer 50% d'énergie et à avoir un avion qui décolle pas vraiment, en fait, mais tu le fais rouler. Ou alors, tu peux, pendant les premières années de ta vie, donner l'énergie dire une vulgarité, comme un psychopathe. Tu peux aller à fond à 200%. Et en fait, tu vas le faire décoller, ton avion. Et une fois que tu l'as fait décoller, là, tu peux lever le pied, tu peux te permettre de lever le pied et tu peux continuer en fait à générer du revenu et être stable financièrement avec ton avion qui est juste en train de flotter dans les airs. C'est ce que tu veux. Et d'après moi, d'un point de vue stratégique, si t'aimes pas le travail, la meilleure chose que tu devrais faire, c'est travailler tant que t'es jeune. Histoire de te placer de manière confortable par la suite. Et en plus de ça, enfin tu vois, d'après moi, t'es pas obligé de travailler pendant longtemps. D'après moi, t'es obligé, j'en sais rien, je sais pas ce que tu fais dans ta vie, tu vois. Imagine que, bah ok, t'es étudiant, bah vas-y, défonce-toi, t'es aux études, genre profites-en, forme-toi un maximum, mais tu vas terminer tes études, bah soit tu vas te lancer dans une carrière qui te remplit et à ce moment-là, t'auras pas l'impression de travailler en fait, parce que j'en sais rien, parce que tu fais avocat et tu kiffes trop ton métier et du coup, tu kiffes ton métier d'avocat, t'es ingénieur ou t'as un métier qui est stimulant, qui fait sens pour toi, bah t'as pas l'impression de travailler, donc mec, genre génial pour toi, continue comme ça, tu vois. Soit tu te lances dans une carrière et tu te rends compte que tu détestes ça. Bah si tu te rends compte que tu détestes ça, bah continue dans ce truc-là, fais ton cash et quand tu rentres chez toi le soir, essaye pas, dis-toi pas, vas-y, équilibre de vie et tout, vas-y, je vais me fumer mon pet et tout, je vais être tranquille, je vais me mater une série avec ma meuf. Mais non, fais pas ça. D'après moi, hein, c'est pas la bonne idée.
D'après moi, la bonne idée, c'est si t'as un taf qui te plaît pas, si t'as l'impression tous les jours de te faire chier à aller travailler, putain, tu rentres le soir, tu te défonces pour te former dans quelque chose d'autre ou continuer à en apprendre sur toi si tu veux et pouvoir te sortir de ce schéma qui est en train de te détruire l'âme en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois, donc c'est ce que je vous conseillerais personnellement. Voilà. Bon. Voilà, gentiment on arrive sur la fin. Je suis un peu fatigué. Je vais vous dire au revoir. Je vous remercie encore une fois pour vos excellents retours sur le dernier épisode. Je vous encourage à me lâcher des likes, à me lâcher des 5 étoiles sur Apple Podcast et tout, à vous me laisser des commentaires. Comme d'habitude, j'espère que votre appartement est super bien rangé. N'hésitez pas à nouveau, adresse email elioavilamunoz@gmail.com si vous avez des questions. Vous pouvez passer sur mon site internet elioavilamunoz.com. Et puis j'ai plus grand chose d'autre à vous dire, donc je vais vous dire au revoir. Je vais boire ce jus de kiwi et puis me relaxer un petit peu parce que là il est 21h. Et non, il est 20h. Il est 20h26 et pour moi c'est assez tard parce que je me lève tôt. Vous voyez, les matins, je me lève tôt pour voir le lever du soleil en fait. Voilà, c'est pour ça. Allez, prenez soin de vous, ça m'a fait plaisir de vous voir. Ciao.